bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens, ce qui fait environ une dizaine de minutes d'aparté. C'est en alternance, un coup l'un et un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager le podcast autour de vous. Aujourd'hui, oui, nous allons parler de la nouvelle œuvre de l'un des maîtres du manga moderne, Taiyo Matsumoto, et sa nouvelle perle, Tokyo ces jours-ci. Et ce qui est formidable avec Taiyo Matsumoto, c'est que à chaque fois qu'on lit un de ses livres, il a l'air de nous dire votre réalité, la réalité est fantastique. Alors c'est parti pour une émission pleine d'intensité intérieure. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. Tout ce qu'on nous montre dans le tome 1, c'est que l'éditeur, il est là pour tisser des relations avec les auteurs. Et ça avance très vite. À la fin du tome 1, on n'est déjà plus du tout au paradigme du début. Une espèce d'alchimie vraiment limite parfaite de toutes les obsessions dont il nous a fait part. Pour nous éclairer aujourd'hui, Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut à tous. Julie du podcast La 5e de Couve est également avec nous. Salut Julie. Bonjour tout le monde. Et Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors Tokyo ces jours-ci, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est notamment un manga qui permet de rentrer dans le monde de l'édition au Japon, mais pas que. Je vous propose un résumé rapide avant qu'on parle de cette œuvre. On est au Japon de nos jours. Un homme du nom de Shiozawa démissionne de son boulot après lui avoir donné 30 ans de sa vie. Ce boulot, c'est éditeur de manga, un job qui lui colle plus à la peau qu'il ne l'imagine. Et ainsi, cet homme qui vit seul dans un petit appartement un peu à l'écart de la ville discute avec un petit oiseau. Non, peut-être que c'est dans sa tête ou pas. Bref, c'est pas de la folie, non, mais c'est le point de départ d'une trajectoire qui le pousse à aller retrouver les dessinateurs dont il s'est si longuement occupé. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une espèce de tour d'horizon de tous ces métiers qui sont en général dans l'ombre, qui font partie des métiers du manga, on va dire, et que là, il nous permet de mieux appréhender ce fameux métier d'éditeur de manga, Tantosha, les personnes qui sont responsables d'une série, d'un auteur, ou voire même de plusieurs auteurs, et de voir quel est leur quotidien, puisque donc ce fameux personnage de Shiozawa a fait ça pendant près de 30 ans. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il est complètement en crise finalement, et il ne sait plus trop que faire, et en fait tout son cheminement, comme tu disais Max, ça va vraiment donner lieu à un manga qui, pour moi, est vraiment une lettre d'amour aux créations et aux créateurs de manga, que ça soit les petites mains, les assistants, les auteurs avec leurs petites manies, qui soient on va dire des génies, ou au contraire des auteurs très laborieux qui doivent travailler d'arrache-pied pour faire jaillir leurs idées sur du papier. Déjà du manga quand tu dis ça. Exactement. Je trouve que c'est vraiment un coup de maître. On sait que Taiyo Matsumoto est un auteur très apprécié en France et qu'il est extrêmement talentueux. Donc j'espère vraiment que Tokyo ces jours-ci va trouver un écho dans nos librairies, quoi. Au vu du sujet, c'est forcément on a l'impression que c'est un peu plus personnel que les autres œuvres. Je mets Sony à part parce que Sony, pour le coup, on sait que c'est un peu sa vie aussi, qu'il est orphelin, donc etc. Mais là, de rentrer directement dans le monde du manga avec une personne qui est quand même a priori âgée, puisque comme tu l'as dit, 30 ans de carrière, et avec cette vision-là sur le marché du manga actuel, en tout cas comme ça dans l'histoire, tu te dis, déjà, il a un message un peu plus personnel à nous faire passer que sur certaines autres de ses œuvres. Et donc, forcément, tu rentres beaucoup plus facilement dans l'histoire, je trouve, que sur un Number 5, par exemple, où moi, personnellement, j'ai eu du mal. Voilà. Là, vraiment, on se dit, ok, c'est Matsumoto, il a un truc à nous dire. Et tu vas découvrir, justement, dans tout ce premier tome, toute la critique, mais qui est assez subtile, parce que même si tu le vois et le message est assez évident, c'est pas frontal. C'est un peu fait à la japonaise de... En fait, tu rentres dans le marché de l'édition, mais en y sortant au début de l'histoire parce que le gars démissionne. Et oui, après, tu vas comprendre en fait toutes les raisons de qu'est-ce qui l'a poussé à démissionner et comment il va y revenir. Parce qu'évidemment, il va revenir dans le marché de l'édition. Et je pense que c'est aussi une lettre d'amour aux éditeurs, en fait. Parce que clairement, là, ce qui montre, c'est vraiment le métier de Tantosha, comme tu dis, Julie, mais c'est aussi la relation qui est quand même très forte. Parce qu'on le sait qu'un éditeur de manga est très proche de son auteur, mais là, vraiment, je trouve que ça va loin. Ça montre vraiment tous les... Il est là, il est proche de lui, c'est lui qui
qui lui fournit aussi une source d'inspiration. Et c'est dur d'accepter la critique de son éditeur parce que ça le touche, mais derrière, s'il s'entend bien avec, ces critiques sont que constructives et lui permettent d'avancer. Et c'est à la japonaise, parce que c'est rigolo. Ouais. En fait, la première fois qu'il va voir l'auteur, justement, juste après avoir démissionné et lui balancer en gros que ce qu'il fait depuis des années, il est plus fan et que c'est plus la flemme qu'il avait au début, il le vous voit. En fait, c'est assez rigolo, tu vois. C'est finalement, il démissionne pas parce que il s'est dit d'un coup, ah mince, ce que je fais, ça a plus. Non, c'est parce qu'en fait, le magazine a eu l'échec commercial. Donc il assume à la japonaise l'échec du magazine, donc il se sent obligé de démissionner, qui est une conséquence du fait qu'il pense ne plus avoir la vision sur le marché du manga actuel. Mais voilà, à chaque fois, en fait, c'est des choses finalement très japonaises où on se dit c'est un peu à l'excès. Derrière, il va avoir, et on comprend que la relation avec l'auteur elle est ultra importante, mais d'un côté, il le vous voit, donc nous, forcément, côté français, quand tu vous vois quelqu'un, ça met une certaine distance. Tu vois, t'as toujours cette espèce de paradoxe, en fait, entre ce qu'il montre et le message que ça passe, et après, derrière, la société japonaise qui te dit, bon, t'es proche, mais pas trop, quoi. Mais il y a vraiment des zones de délire, quand même. Moi, j'ai trouvé des choses que j'aurais pas imaginé d'un auteur avec un éditeur à un moment. Pardon si on va trop loin et tu nous coupes, Julie et Max, mais à un moment, il y a un auteur là qui fait une soirée, je sais même pas pourquoi, parce que je crois qu'il a pas réussi du tout son manga, hein. Il est en train de faire un ému et donc ça avance plus ou moins et ça avance pas forcément dans le bon sens, mais on fait une soirée pour lui et il est alors l'alcool à la japonaise, on le sait aussi que c'est dans les soirées où il se laisse tout ça aller, mais quand même je trouve que ça, l'éditeur est vraiment là pour tout et on remarque aussi que l'éditeur est vraiment très très prévenant de l'auteur. Parce que quand on reçoit des auteurs à Angoulême ou à d'autres occasions et tout, et que l'auteur vient avec l'éditeur est vraiment aux petits soins. Mais on se demande aussi si c'est pas un truc de façade, parce que là, ils passent vraiment du temps ensemble et qu'ils sont obligés d'être ensemble. Mais là, à travers ce manga, en fait, l'éditeur vient très souvent à son domicile, peu importe où est-ce qu'il habite, peu importe où est-ce qu'il va, et il est là tout le temps et il se soucie de lui. Est-ce qu'il veut boire? C'est un rapport qui est mi-chef, mi-assistant. Ouais, c'est ça. Je te guide. Mais je suis là pour toi, je suis ton rock et en même temps faut que tu m'écoutes parce que là c'est pas bien ce que tu fais. Oui, mais c'est vraiment à part, hein. On n'a pas de métier de ce type-là dans nos sociétés. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et dans ce manga, on rencontre aussi une ribambelle d'individus, mais c'est ça aussi qui est très fort dans les mangas de Matsumoto, c'est que il crée des visages, il crée des caractères, il crée tout un tas de choses et tout un tas de gens qu'on va rencontrer au fur et à mesure et qu'on a envie de découvrir ou pas, justement. Ce qui est intéressant, c'est que là, comme donc ça traite effectivement du monde de la création de manga, il y a vraiment des personnages hauts en couleur et je pense que là, il s'est pas mal inspiré de choses qu'il a vues tout au long de sa carrière, hein. C'est Taiyo Matsumoto, il a commencé à 18 ans et là, il en a 57 ans. C'est quand même quelqu'un qui a bien roulé sa bosse dans ce milieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tous les personnages qu'on va croiser et ce qui est formidable dans Tokyo ces jours-ci, c'est que à la limite, chaque chapitre est dédié à un des auteurs qu'il a accompagné au cours de sa carrière. Et franchement, j'ai bien aimé le petit coup de canif qui met parfois, comme tu disais, subtilement au mythe, par exemple, du créateur romantique qui doit être torturé pour pouvoir avoir des idées géniales, etc., et qui a la dent dure encore maintenant, alors que il a un auteur qui n'arrive plus à rien et qui se met minable et qui picole beaucoup. Mais finalement, qu'est-ce qui ressort de ça? Parce qu'il y a d'autres mangaka qui sont présents à la soirée et qui lui disent non, faut travailler, quoi. Et j'aime bien ce fait de recentrer le discours sur le fait que oui, le manga c'est du divertissement pour beaucoup de gens, mais il y a quand même énormément de personnes qui sont là pour travailler, pour créer les histoires, pour accompagner les créateurs, pour prendre soin d'eux, comme tu disais, être aux petits soins. Et c'est vrai que c'est un métier, Tantocha, qui est encore aujourd'hui très un peu fantasmatique, je dirais, parce que on n'a pas ça effectivement en France. Mais par exemple, je sais que, il y a des témoignages qui nous sont parvenus maintenant depuis une dizaine d'années. Et on sait par exemple que l'un des premiers tantos de Kishimoto, il se levait à 5h du matin pour aller faire le pied de grue, récupérer les planches et les emmener directement chez l'imprimeur. C'est une réalité en fait. Ils sont là, H24 pratiquement, pour vraiment aider les personnes qui sont dans la création, qui sont dans un processus, en plus souvent avec les rythmes qu'on connaît, hebdomadaires ou mensuels, mais qui subissent beaucoup de pression, quoi.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à travers le départ de l'éditeur, il y a toute l'économie ou alors l'équilibre de cette maison d'édition qui est un petit peu, qui vacille. Parce que du coup, il est parti, comme tu disais, ça faisait 30 ans qu'il était là. Et donc, du coup, Aoki, qui du coup se met minable en soirée, lui, c'est parce qu'en fait, il accuse la perte d'un éditeur qui était un petit peu son flambeau, sa lumière, etc. Alors ouais, qu'en fait, ça nounou. Ouais, ça nounou. Mais du coup, il a un peu perdu. Et aussi, après, il a un processus où il se repose des questions sur forcément qu'est-ce qu'il est, où est-ce qu'il devient, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait après le manga finalement qui était toute sa vie. Et il va revoir des anciens auteurs qui l'ont énormément marqué. Et comme tu disais, là, lui, il pleuvait des cordes et il a récupéré le travail d'une autrice et il a mis sa veste, tout ce qu'il pouvait pour protéger les planches, pour surtout pas louper le dernier train et pour les amener à l'imprimeur. Il y a une sorte de dévotion qui est folle et je pense pas qu'on ait ça dans notre culture à nous, quoi. C'est un métier de relations humaines en fait. Tout ce qu'on nous montre en fait dans le tome 1 en tout cas, c'est que l'éditeur il est là pour tisser des relations avec les auteurs et quand il s'en va du coup tous les auteurs sont déçus, certains ne veulent pas de la personne qui est censée le succéder parce qu'en fait ils s'entendaient très bien avec lui et quand il va entamer après le processus de retour dans le monde de l'édition, c'est via en fait des relations humaines, c'est parce qu'il va aller voir les auteurs, leur parler, leur dire qu'à un moment leurs mangas l'ont touché dans sa vie et en fait c'est comme ça qu'il arrive à lui se reconstruire après l'échec en tout cas de son magazine et l'échec commercial qu'il a vécu. Mais vraiment c'est le message en fait, c'est que la création de manga à la base ça part de relations humaines entre un auteur, un éditeur, il faut que l'alchimie prenne. Mathieu, mais il est tellement bon pour synthétiser tout ce que je pense, mais en très peu de temps, c'est dingue. Je vais arrêter de parler. Pour continuer à décrire ce qu'on trouve dans ce manga pour que tous les auditeurs aussi comprennent à quoi on a affaire avec ce nouveau manga de Matsumoto, est-ce qu'il y a une touche de fantastique, de fantaisie, de quelque chose d'imaginaire dedans? Oui, enfin, il y a le petit oiseau, effectivement, mais pas seulement. Je pense qu'il y a, après, c'est un tome 1, c'est une série qui a été annoncée en 3 tomes, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on sait que c'est un des ingrédients qui fait que, la sauce prend chez cet auteur. Et en fait, pour revenir sur le côté très humain de Tokyo ces jours-ci, de toute façon, on sait que Taiyo Matsumoto, c'est vraiment ce qui l'intéresse, les relations humaines, les façons dont les liens se tissent. Et là où je trouve qu'il y a une symbiose qui se crée vraiment, c'est que il va parler de son médium, du manga. Et en fait, le manga, c'est fait avec des émotions humaines, en fait. Et il y a tout un discours aussi qui est plus ou moins appuyé, mais qui est constant dans tout ce tome 1, qui est que on est désormais en proie à des vraies, interrogations. Parce que il y a les IA, parce qu'il y a des logiciels, parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Enfin, il y a plus maintenant, je pense, de mangaka qui travaillent en analogique ou vraiment de façon très exceptionnelle. Et c'est une profession qui commence à s'interroger sur qu'est-ce qui est le fondement de cet art. Est-ce que le fait de tout le temps tout confier à des machines ou ça a encore du sens. Enfin, il y a cette espèce de grondement en fait qui est très atténué par le style de Matsumoto, qui est en fond et qui fait avancer l'histoire parce que en fait elle accompagne Shiozawa dans ses pérégrinations et sa recherche de sens à travers son métier, quoi. Et pour les grands fans de Matsumoto qui nous écoutent, est-ce qu'on va retrouver les petites obsessions de l'auteur dans ce manga aussi, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de vraiment nouveau? Alors non, en fait, je pense que pour les gens qui connaissent déjà Taiyo Matsumoto, c'est vraiment un condensé et une espèce d'alchimie vraiment limite parfaite de toutes les obsessions dont il nous a fait part tout au long de sa carrière. Parce que là, moi j'aime bien dire que c'est vraiment le dessinateur de l'invisible et des invisibles. Parce que c'est pas seulement quelqu'un qui a une fascination pour, on va dire, le fantastique ou la mystique. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on ne voit pas, les métiers qu'on ne voit pas, les petites mains qui travaillent dans l'ombre, les petites gens. Et à tout ça, il ajoute effectivement cette idée que on n'est pas seul, les humains ne sont pas les seuls êtres, les seules entités, et que il y a des choses autour de nous qui peuvent plus ou moins
communiquer avec nous. Alors lui, il attribue souvent ses capacités de perception, on va dire, aux enfants ou aux rêveurs, enfin des gens qui seraient comme ça un peu plus sensibles à certaines choses que nous, adultes, avons oubliées, quoi. Comment vous le placez, ce manga, par rapport aux autres lectures de Matsumoto que vous avez faites ? Accessible, je trouve. Non, mais c'est bien ça. Non, mais c'est vrai parce que alors éveil, je pense que fallait être vraiment dans un trip chamanique et boire et manger un peu d'herbe pour essayer de vraiment saisir le truc. Ouais, le format est déjà assez particulier. Ouais, le format est particulier. Après, c'est magnifique, voilà. Mais moi j'aime bien quand en fait on rentre dans une histoire assez directement et je trouve que direct dès le premier chapitre, tu as l'intrigue. C'est assez intéressant parce que si tu lis du manga, c'est que peu importe, tu t'intéresses quand même au milieu de l'édition et du manga et que ça t'apprend des choses avec, comme tu disais, un recul qui est quand même assez fort sur 30 ans. Du coup, il a roulé sa bosse et il y a plein de choses hyper intéressantes. Et ça avance très vite. À la fin du tome 1, on n'est déjà plus du tout au paradigme du début. Donc, c'est hyper intéressant. Et après, je pense que c'est quelque chose qui le touche. Autant une de ses premières œuvres hyper importantes, Sony, était également hyper touchante parce que ça parlait de lui. Mais là, je pense aussi que ça parle de lui. Moi, je trouve que ces œuvres qui parlent vraiment de lui sont beaucoup plus accessibles que d'autres où il faut pas avoir un grain de folie, mais il faut aller un peu dans l'abstrait. Oui, mais en fait, moi, je trouve que... Alors, tout à l'heure, on pensait, qu'est-ce qui fait un manga de Matsumoto ? Il y a quand même des ingrédients qui sont un peu incontournables. Donc, on parlait de tout ce qui est, la mystique, qui est pas... qui, je pense aussi, est difficile à appréhender parce que c'est un auteur qui est pas chrétien. Enfin, je veux dire, nous, on a aussi une enveloppe culturelle dans laquelle on a grandi et qui nous a imprégné malgré tout. Il y a tout ce questionnement sur la création-destruction qu'on retrouve dans pas mal de ses œuvres également, la question du yin, du yang. Mais moi, j'aimerais dire que ça va peut-être même au-delà de ça parce que c'est presque au niveau psychique. Donc, ce serait plus lié à la question de l'éros et du thanatos qu'on connaît nous plus facilement, notamment grâce aux analyses freudiennes, puisque il y a toute une réflexion. Alors je sais pas si c'est conscient ou pas chez lui sur le fait que non seulement les humains ont besoin de créer parce que c'est une espèce d'acte de foi pur, quelque chose qui est surtout lui en tant qu'artiste où il ressent ce besoin parce que c'est sa façon de s'exprimer aussi. Oui, mais moi je pense qu'il a aussi réalisé une espèce de je crois que c'était Picasso qui disait que son but c'était de retrouver le dessin de ses premières années en tant qu'enfant et clairement Taiyo Matsumoto c'est aussi ce qu'il a cherché à faire, c'est de se rapprocher au maximum de cette espèce de joie vraiment naturelle de créer et pour moi c'est en ça que c'est vraiment un auteur qui est vraiment à part, tous les auteurs sont à part, mais lui il a vraiment cette obsession, j'ai pas d'autre mot en tout cas en ce moment pour dire que oui il croit au pouvoir de la création et de l'imaginaire, quoi. Eh bien, il y en a un autre qui croit au pouvoir de l'imaginaire, c'est l'éditeur avec qui vous travaillez. Et je vous propose d'aller donc maintenant en aparté avec lui, avec Timothée Guédon, responsable éditorial aux éditions Kana, pour en découvrir un peu plus justement sur ce métier d'éditeur de manga, mais sur la version européenne. Bonjour Timothée, bienvenue dans Kana en aparté, merci d'être avec nous. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir Timothée. Pour revenir sur Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto, on voit que les relations humaines sont vraiment au cœur de ton métier. Et est-ce que tu t'es reconnu en lisant ce manga ? Oui, forcément. Alors, je n'ai pas l'expérience du personnage principal, mais dans ces liens qu'on tisse avec les auteurs, malgré nous, parce que le rôle de l'éditeur est d'aider à l'auteur à faire le meilleur livre possible et de résoudre tout un tas de problèmes avec lui et de l'accompagner. Et pour accompagner au mieux les auteurs, faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres et ça, effectivement, ça se fait sur le temps long. Et il y a évidemment des liens qui se tissent entre auteurs et éditeurs. Donc ça, c'est...
Oui, et puis même parfois avec d'autres éditeurs. Enfin, je pense que voilà, il y a aussi un travail d'équipe qui se fait lorsqu'on travaille sur un projet comme faire un manga en France, quoi. Bah oui, il y a pas, effectivement, on n'est pas tout seul, et c'est effectivement un travail d'équipe qui va, la chaîne du livre est assez longue entre le point de départ d'un projet qui est une discussion avec l'auteur jusqu'à sa sortie en librairie, où là on va avoir on aura présenté le livre au libraire, plus après parfois l'auteur qui va aller en librairie lui-même, nos collègues qui nous accompagnent dans cette partie de la création, que ce soit les assistants éditos qui vont régler aussi tout un tas de problèmes plus terre à terre peut-être, mais les graphistes aussi avec qui on va discuter au point de départ sur on verrait bien telle maquette pour le livre, et puis après il y a cette discussion avec l'auteur où l'auteur n'a pas forcément imaginé les choses de la même manière, et alors parfois la discussion a déjà eu lieu en amont, mais parfois l'auteur n'a pas forcément d'idée préconçue sur sa maquette, ou il en a et il ne l'exprime pas tout de suite. Donc après faut beaucoup se parler, essayer de lire entre les lignes parfois les envies, les attentes des uns des autres. D'ailleurs, Taiyo Matsumoto est aussi connu pour être comme le plus européen, le plus international des mangaka, parce qu'il a été énormément influencé par la BD, notamment la BD franco-belge. Et moi, ça me fait penser que Kana vient d'annoncer une implication dans un projet européen, le projet manga Isho. Et si je ne me trompe pas, c'est un projet de magazine de plusieurs pays européens. Donc on va avoir bientôt des mangaka et des tantosha européens pour venir pour les aider. Oui, alors oui, effectivement, on a ce projet de magazine qui va arriver au mois de mars l'année prochaine, encore sorti en plus simultané dans 4 pays d'Europe. Donc, comme l'Europe n'est pas encore au niveau du Japon en termes d'organisation et d'édition de manga, on s'est dit qu'à plusieurs, on y arriverait peut-être plus facilement à créer un magazine, et donc à fournir un nombre de pages de manière régulière. Donc voilà, chaque éditeur, que ce soit Altraverse en Allemagne, Star Comics en Italie, Planeta en Espagne, ou nous pour la France et la Belgique, on va se charger de fournir un quart du magazine à chaque fois. Donc chacun travaille avec son pôle d'auteur. Là où on n'est pas encore aussi expérimenté que le Japon, c'est qu'on sera que sur un rythme trimestriel pour démarrer, que nos auteurs travaillent toujours plutôt seuls, ils n'ont pas une armée d'assistants ou même un assistant pour les aider à produire leur planche, et on n'est pas non plus dans la même relation que peuvent avoir, je pense, les tantosha justement avec les auteurs japonais qui sont très proches de leurs auteurs, qui sont sans doute aussi beaucoup plus partie prenante dans le scénario ou dans le développement de l'histoire que nous pouvons l'être de notre côté de la planète, où ça vient aussi, je pense, de notre tradition de bande dessinée. Notre rapport aux auteurs est pas le même, où on laisse nos auteurs beaucoup plus libres d'avancer dans leur création, dans leur choix. Alors ils ne font pas évidemment n'importe quoi, et on est là pour les accompagner et répondre à leurs questions, mais voilà, on est je pense beaucoup moins interventionnistes que ne peuvent l'être les éditeurs japonais quant aux créations. On a hâte de découvrir tout ça, en tout cas au mois de mars l'année prochaine, et puis on attend les prochaines infos. Je sens que vous distillez ça au fur et à mesure avec les autres éditeurs européens. Merci beaucoup Timothée du temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Merci à vous.
Retrouvez la version longue et intégrale de cet aparté la semaine prochaine sur cette même chaîne, sur ce même fil podcast. Place aux recommandations maintenant. Au lecteur de quel titre et de quels auteurs on peut recommander Tokyo ces jours-ci? Déjà, je pense que les gens qui connaissent Taiyo Matsumoto et qui ont donc lu Number 5, Le rêve de mon père, Sunny, Éveil, Le samouraï bambou, tout ça, ils vont très très vite se retrouver dans... Ça, c'est obligatoire. Si tu es fan de Tokyo, de Taiyo Matsumoto, donc, tu lis Tokyo ces jours-ci. Et toujours chez Kana, moi, il y a une autrice que je rapproche beaucoup de Taiyo Matsumoto, c'est donc Yuki Urushibara, qui a fait Mushishi, qui est Flo, Flo, effectivement. Et il partage ces univers-là remplis de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont très importantes. Et sur les métiers de la création, Kana, vous avez un catalogue de fou, puisque vous avez Bakuman quand même qui parle vraiment du manga et d'une façon quand même un peu différente de Taiyo Matsumoto. Assez, oui. Mais ou même Showa Shoten qui parle de la création en fait. Parce que Taiyo Matsumoto ne s'intéresse pas seulement, on va dire, là il s'intéresse au manga dans Tokyo ces jours-ci, mais il y a plein d'autres métiers ou d'autres actes de création qui l'intéressent à travers ses œuvres. Et alors c'est assez marrant parce que en quelques mois en France sont sortis 3 autres titres où il est question d'édition et de comment on fait du manga. Alors à chaque fois avec d'autres manières de présenter les choses. Il y a Stand By Me Kakuemon sorti en début d'année. À la fin de l'été, il y a Korekaite Shine et Losers aussi qui est un peu plus historique, un peu plus documentaire. Donc si vous avez lu et aimé ces mangas-là, je pense que là aussi Tokyo ces jours-ci peut vous plaire. Même Réimp, il n'y a pas si longtemps que ça chez Glénat aussi, qui est aussi dans la même vibe. Ouais. Déjà c'est plus d'1 an donc c'est très vieux. C'est déjà pour toi, c'est dehors. Mais sinon pour rester dans on va dire les choses un peu plus oniriques, je pensais à Daisuke Igarashi. Son dernier titre chez nous était moins onirique, mais Les enfants de la mer ou Petite forêt par exemple, ça reste quelque chose de très intéressant. Moi je rajouterais Errance sur le sujet en fait justement de arrivée, création commerciale versus vrai art entre guillemets, ce qui est censé plaire. Quand j'ai lu du coup Tokyo ces jours-ci, ça m'a fait une grosse vibe Errance. Alors évidemment pas sur le même ton parce que toujours avec Asano on a envie de se tirer une balle à la fin. C'était pas le cas à la fin de Tokyo ces jours-ci, mais du coup je fais le rapprochement quand même sur le thème entre les deux séries. En tout cas, c'est encore un manga, effectivement, en quelques mois, qui interroge sur cette profession de mangaka. C'est marrant quand même. Et même plus largement sur ce métier d'auteur, tout support confondu. Et c'est toujours intéressant pour nous, en tant que lecteurs, de réussir à rentrer dans la tête de ces auteurs, de ces artistes. Après, on l'évoquait rapidement un peu plus tôt dans l'émission, mais je pense que comme disait Mathieu, c'est une œuvre très personnelle de Matsumoto, et on sent que, comme tu dis Max, la profession est quand même secouée par des questionnements, des remises en question. Et là, il y a limite un élan de résistance, de dire dès les premières pages, il y a des personnages qui disent le monde de l'édition va mal, il est en crise. Ils évoquent le fait que son magazine n'ait pas du tout fonctionné. Il y a toujours eu beaucoup de pression dans le métier de mangaka et dans les métiers qui sont soumis à des cadences comme ça, de rendus très proches. Mais je trouve que là, c'est des des nouveaux challenges en fait. Est-ce que on évoquait tout à l'heure les IA, le numérique, le fait que les magazines papier se vendent moins, ça crée beaucoup de questions. Sachant qu'il y a pas mal de nouvelles préoccupations, effectivement, mais lui, finalement, à un moment, il revient un peu aux sources en se disant, moi, je veux juste quelqu'un qui m'a fait vibrer par son œuvre, qui m'a plu à l'instant T et tout ça, et que j'ai envie qu'elle refasse une création pour moi, et elle demande pas du tout juste un truc novateur, en fait. Il veut vraiment repasser sur quelque chose de classique, mais qui a une âme et qui a une émotion. Moi, je suis pas totalement d'accord, en fait, parce que pour moi, la question de fond, c'est toujours la même. C'est-à-dire que tu restes toujours sur, entre guillemets, le commercial et répondre aux attentes du public, ou l'art, pareil, entre guillemets, véritable, tu fais ce qui te plaît et ça marche ou ça marche pas. Et pour moi, cette question, en fait, quelles que soient les époques, c'est toujours la même
quand t'es t'étais artiste, d'accord avec moi, pas avec Julie? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Ça va alors. quand tu prends dans les années 90 et que tu vois les éditeurs et le marché qui s'affolent parce que justement les magazines de prépublication commencent à moins vendre que les tomes reliés, eux, tu les prends à l'époque, en fait, ils pourraient dire la même chose que nous avec l'essor du numérique, des IA ou autre. En fait, chaque époque a sa problématique parce que tu avances quoi qu'il arrive et tu vas avoir de nouvelles choses et il va y avoir des mutations. Mais derrière ça, en fait, la question qui reste à chaque fois et que les gens se posent, c'est est-ce que je dois justement suivre les attentes du public et donc faire quelque chose qui plaît au grand public et vendre et être un auteur à succès, ou est-ce que je dois justement faire ce qui me plaît, quitte à potentiellement pas en vivre ou être moins connu, ou du coup mettre une croix sur ma carrière. Tu vois, quand dans les recommandations on cite Errance, c'est déjà il y a quelques années, et c'est exactement la même question de fond. Donc en fait, pour moi, quand t'es artiste, la question de fond ne change pas. C'est juste qu'effectivement, les problématiques changent. Mais tu restes avec la même question de fond qui, elle, c'est forcément à une étape dans ta carrière. Et je pense que ça arrive beaucoup plus quand tu vieillis et quand justement, t'as peut-être pas su t'adapter à ces évolutions. Je dis pas que c'est ce qui arrive à Matsumoto parce que pour le coup, lui, non, parce il a toujours été dans sa niche, il a toujours été fidèle. Non, et pour le coup, il a su s'adapter. Parce que le jour où son éditeur, son Tantosha à l'époque, lui dit tu feras un manga de sport. Il a fait un manga de sport à sa façon. À sa façon, et il a fait un manga de sport incroyable. Ouais. Oui. Mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi avec ce livre, c'est que la réflexion et la réflexion artistique finalement est une réflexion qui ouvre au monde. Comment dire, Matsumoto, il a à travers ses œuvres, on voit qu'il a toujours été sensible au tumulte du monde, et c'est ça qui l'intéresse de pouvoir le capter et le retranscrire fidèlement, parce que donc il y a tous ces questionnements, mais tous les personnages qu'on croise dans le manga ont des questions différentes vis-à-vis de leur art, vis-à-vis de leur création. Et puis finalement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parce que si tu enlèves effectivement tous le style, ce qu'il cherche à travers son graphisme, sa question de fond, c'est toujours l'homme versus ce que j'appelle wild, tu vois, le vide en fait. Il y a vrai. Mais sauf que lui, son espace sauvage, c'est un espace vierge, ou en tout cas qui nous paraît vierge. Et lui, il arrive en disant non, le vide n'est pas un vide. Il y a des choses qu'on ne voit pas, ou que certains ne voient pas, mais que les artistes, les enfants, les chamans, les rêveurs vont pouvoir capter et nous transmettre ça. Et lui, il se met aussi dans cette position d'artiste qui capte les choses et qui nous les apporte. Et je trouve que c'est vraiment un message magnifique. Parce que, comme je disais au tout début de l'émission, c'est à chaque fois qu'on referme un livre de Matsumoto, alors contrairement à effectivement Inyo Asano, t'as pas du tout envie de te tirer une balle, même si c'est étrange, même si c'est vraiment très très bizarre, tu refermes plutôt avec une espèce d'optimisme et de te dire la vie est fantastique, même si t'es caissière au supermarché, que tu te casses la tête à produire des mangas le soir en rentrant chez toi, c'est ça qui t'apporte la joie, qui t'apporte vraiment l'élan de vie qui est nécessaire en fait pour surmonter plein de choses du quotidien qui en fait sont barbantes quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup cette façon de se dire le monde est au-delà du monde. C'est grandiloquent quand tu dis comme ça, mais je sais pas comment le dire mieux que ça. Et avant de terminer cette émission, on discute parce que quand on lit un Matsumoto, on se pose plein de questions, on y voit beaucoup de choses. Vous vous posez toutes ces questions au moment de faire les plans de com, les plans marketing, les plans commerciaux de ces bouquins, au moment de dire ok, Matsumoto, on fait un marque-page. Mais en plus, il est trop beau le marque-page. Mais du coup, il est japonais. On rend au Japon ce qu'appartient au Japon. C'est vrai, c'est le même. On l'a fait parce qu'au Japon, on l'avait vraiment trouvé super beau et super stylé. C'est vrai qu'il est trop beau. Et ouais, on s'est dit oui, en fait, l'idée elle est trop bien, donc on va refaire le marque-page. Mais non, dans les faits, effectivement, on va pas aussi loin déjà parce que on n'a pas le temps. Ouais. Alors déjà, forcément, chez Kana, il y a une grosse production, mais en plus de ça, Matsumoto est un auteur qu'on suit nous depuis des années. C'est un auteur qui est bien installé maintenant sur le marché français. Ça reste un auteur de niche. Faut quand même nous, le meilleur succès chez nous, c'est Sony. Et on parle pas de centaines de milliers d'exemplaires vendus de Sony. Donc forcément, nous, quand on le lance toujours, on va pas avoir le plus grand plan de marketing derrière. C'est vraiment un suivi auteur et on essaye surtout parce que l'objet et le manga en lui-même soient bien traités et donc bien traduits, qu'on ait toujours un bel objet. Plus que derrière, on va pas faire une campagne d'affichage en gare pour Matsumoto, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour terminer. Pardon, et c'est dans ce cas-là où, dans ce genre de titre, c'est plutôt la presse qui prend le relais, parce que bien évidemment, des fois j'oublie d'envoyer n'importe quoi et
tout le monde s'en fiche que j'ai oublié d'envoyer n'importe quoi. J'ai reçu 5 mails de 5 gros médias qui me disaient et le Taiyo Matsumoto, je pourrais l'avoir. Bien évidemment. Quel genre de bon goût. non, mais c'est vrai. En anecdote aussi très rigolo, c'est que nous, du coup, on est donc forcément chez Média Participation avec énormément de personnes dans le bâtiment et énormément de personnes qui viennent de la BD. Quand on sort un manga, un shonen ou autre, voilà, il y a pas forcément grand monde. Là, le Taiyo Matsumoto, on en a plus au bureau. Ils sont tous passés en mode il est arrivé. Bah oui. Je pourrais l'avoir parce que oui, on sait. Tout ça pour dire que j'ai plus mon tome, donc je vais devoir refaire une commande. Bon, pour terminer cette émission, un petit mot donc pour souligner s'il le faut encore tout le talent de Taiyo Matsumoto et donc sur le fait que vous devez tous tester au moins une de ses œuvres si vous ne l'avez pas encore fait, d'autant qu'il a fait des choses tellement différentes dans sa carrière que du ping-pong au chat du Louvre en passant évidemment donc par cette nouvelle œuvre Tokyo ces jours-ci qui sort donc là tout de suite maintenant aujourd'hui demain ça dépend quand vous écoutez l'émission voilà vous avez de quoi trouver le Matsumoto qui va vous aller. Merci à tous pour votre écoute, puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, c'est toujours encourageant et n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Salut à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Salut.